Parfait. Bonjour à tous. Beaucoup d'énergie dans cette introduction. On va essayer de garder le cap, mais c'est un sacré challenge. Alors, on est ici pour vous présenter donc ce talk. Maintenant que mon delivery pipeline est en place, que faire dans mon organisation? Avant de rentrer dans le cœur du sujet, un petit peu plus d'informations sur nous. Donc, moi, je suis Joseph Glorieux. J'appartiens à Pictet, enfin, je suis employé de Pictet. Ça fait à peu près, et puis j'ai un titre un petit peu spécifique, donc c'est Cloud Transition Architect, j'ai besoin de le relire. Et je reviendrai sur ce titre, parce que je pense que ça peut justement nous aider à illustrer certaines des histoires que je vais vous raconter. Au-delà de ça, ça fait à peu près 15 ans, avant Pictet, que j'ai travaillé dans différentes sociétés de conseil. Et c'est vraiment ces 10 dernières années, d'abord à Paris, puis après en Suisse, où j'ai commencé à travailler sur la problématique DevOps. Comme ça a été dit en introduction, DevOps, voilà, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de liens qu'on peut construire avec l'agilité, avec le business, avec différentes choses. Et donc j'ai passé ces 10 dernières années à essayer, quelque part, petit à petit, en faisant beaucoup de tentatives, en échouant souvent, de mettre en place ce type de pratique, ce type d'organisation, ce type d'outils chez mes différents clients. Et pour ce talk, je suis accompagné de... Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Brun. Quant à moi, je suis architecte au sein de Kleist Technologies à Lausanne. Et ça fait peut-être un peu moins de temps que je suis dans le métier que Joseph. Et ça fait une petite dizaine d'années que je m'évertue à essayer d'automatiser au maximum toutes les actions manuelles que les développeurs font. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Joseph au sein de Octo Technologies pendant 1 an. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce talk avec lui également. Alors, toujours avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis un employé Pictet. Donc, qu'est-ce que c'est Pictet? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque qu'on va qualifier de genevoise avec 3 grandes activités. C'est aussi 7 partenaires qui pilotent cette banque. Donc 3 activités, la plus connue étant bien sûr la gestion de fortune, mais il y a aussi tout ce qui est gestion d'actifs et tout ce qui est asset services, avec, comme vous pouvez le voir, une sorte de répartition entre ces 3 grandes activités. Pour continuer sur les chiffres, aujourd'hui Pictet, c'est à peu près 4700 employés. On commence à avoir pas mal de volume de données en interne. J'ai visité le data center il y a 2 semaines et ça a été assez impressionnant de voir un data center de ce type-là, qui n'est pas aussi, on va dire, très standardisé comme on peut le voir quand on voit un data center de géant du web, typiquement. Donc 7 pétabytes, 2400 databases, et on est nombreux quand même, on est à peu près 650 personnes côté IT. Voilà, j'arrête pour, on va dire, l'aspect pas commercial, mais voilà, sponsoring, et on retourne dans le vif du sujet. Pour entrer sur le vif du sujet, je me suis dit, quoi de mieux que de repartir de l'abstract qu'on a proposé pour cette conférence. Donc je vais la partager avec vous. On réduit souvent DevOps au déploiement d'outils permettant le provisioning automatique de l'infrastructure et le déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités. Vous savez tous que ce n'est pas que ça, et je pense que Mathieu, très prochainement, va pouvoir vous l'illustrer. Mais voilà, après quelques mois, la fréquence des livraisons est en chute libre et la tension entre les équipes s'est accrue. Les ops se grognent à cause des 5 derniers déploiements ratés et les devs taclent les ops pour leur ignorance de l'architecture microservice. Une vague impression de déjà-vu peut-être, et si nous avions oublié quelque chose. Et notre objectif dans ce talk, en fait, c'est d'adresser 2 choses. La première, c'est ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Essayer de le caractériser, essayer d'expliquer pourquoi c'est important. Et une fois qu'on aura fait ce cheminement, l'objectif, ce sera de partager avec vous un ensemble de choses qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu observer, pour que quelque part, ça puisse résonner ou pas par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Merci Joseph. Donc, comme tu le disais, on réduit souvent au DevOps au déploiement d'outils d'automatisation. Sur le slide qu'on voit ici, on peut se rendre compte qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'outils qui sont présentés, mais plutôt des pratiques. Des pratiques qui peuvent être mises en place à trois niveaux.
Premièrement, au niveau de l'individu, en mettant en place des pratiques de software craftsmanship. Donc si vos développeurs font des tests automatisés, des code reviews et sont très sensibles à la qualité du code, c'est un premier pas. Toujours au niveau de l'individu, on a l'aspect T-shape. Idéalement, on souhaite avoir des personnes qui ont un large éventail de connaissances et également quelques fondamentaux plus spécialisés. Ces éléments-là, entre plusieurs personnes, on va vouloir également qu'il y ait de la coopération. Coopération et également des feedbacks, c'est-à-dire tous les processus de se faire des retours entre individus de manière bienveillante et factuelle. Ces deux éléments-là vont constituer un pont vers la montée d'une équipe. L'équipe qui, elle, va mettre en place ensemble une software factory pour asseoir toutes les pratiques individuelles, également permettre de faire des livraisons plus fréquentes, car on sait tous que si c'est douloureux de livrer, il faut essayer de le faire plus souvent, et toutes les pratiques de management visuel qui, elles, sont importantes pour que dans un open space, par exemple, toute l'équipe puisse voir d'un seul coup d'œil quelles sont les tâches en cours et surtout quelle est la valeur qu'ils sont en train d'apporter au produit. Le troisième niveau, qui va arriver au travers de l'amélioration continue, troisième niveau d'implémentation, le département, on en parlera plus tard tout au long de ce talk. Concernant les pratiques des deux premiers niveaux, moi j'aurais voulu partager avec vous quelques anecdotes qui reprennent un petit peu en partie l'abstract du talk au travers de trois personnages qui ont rencontré quelques soucis. Le premier, Didier, le développeur, qu'on rencontre assez souvent, son souci va principalement reposer autour du fait d'avoir des environnements différents. C'est-à-dire lorsqu'il veut faire une démo, la qualité des données est souvent très variable. Ce qu'il va avoir sur son poste de développement ne va pas être représentatif de ce qui est en production. Et le business, quand on lui fait une démo, on va avoir des utilisateurs qui s'appellent tous Toto 1, 2, 3 et des ABCD, ça ne lui parle pas beaucoup. Également, il aurait besoin d'avoir des environnements à la demande. Pour faire des démos, toujours. Lui, il fait des bonnes pratiques de software craftsmanship. Il fait des feature branch, mais pour démontrer une feature branch au business, s'il n'a pas d'environnement, c'est toujours compliqué. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a essayé de lancer les ops, leur demander j'aimerais avoir des environnements à la demande, mais ça n'a pas forcément bougé. Peut-être que c'est coincé dans un ticket Jira quelque part. Et concernant la qualité des données, il a demandé à son manager, il a dit écoute, moi je voudrais des données de meilleure qualité, mais son manager lui a dit désolé, ça coûte trop cher, donc on ne va pas le faire. Deuxième petite anecdote, Ophélie, elle, de l'infrastructure, son problème, c'est l'archi compliqué. Les microservices que les développeurs lui fournissent, c'est quand même pas évident à opérer. Elle a un manque de documentation. Elle peut avoir des requêtes SQL qui vont faire tomber la prod, par exemple, parce qu'elles ne sont pas optimisées. Et ce qu'elle a voulu faire pour améliorer la situation, ça va être mettre en place, par exemple, du monitoring, mais que les développeurs ne vont peut-être pas forcément toujours consulter. Éventuellement, fournir un script optimisé pour les développeurs, mais de la même manière, c'est peut-être coincé dans un ticket Jira, ils n'ont pas le temps. Donc elle a fait ce qu'elle a pu, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché. Et troisième intervenant, Pauline, la PO, elle, son souci, c'est le business. Pas en tant que tel, mais parce qu'elle ne peut pas forcément lui parler. Pour deux raisons. Soit le business n'a pas le temps, et soit son management lui dit non, ici, on ne fait pas comme ça, on ne parle pas au business. Et son deuxième souci, ça va être, pour livrer de la valeur, elle aimerait quand même que les devs et les ops ils se parlent, parce que s'ils font que s'échanger des tickets Jira et parler à travers des managers interposés, c'est pas super efficace. Donc elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Est-ce qu'on serait en train de rencontrer des problèmes sur lesquels on n'aurait pas forcément la main ? Et je pense que le bon mot derrière tout ça, c'est la notion de frustration. Aujourd'hui, de plus en plus dans nos organisations, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On essaie de construire des individus autonomes et responsables, des équipes autonomes et responsables.
Et ce qui est vraiment important, c'est toujours d'avoir les deux caractéristiques bien présentes. Quand vous êtes autonome et pas responsable, vous pouvez parfois, certains développeurs m'ont dit, typiquement déployer en production et après, quelque part, ce qui se passe en production n'est plus votre problème. Donc vous êtes autonome, vous savez déployer, par contre, vous n'êtes pas responsable. Concrètement, la suite ne vous intéresse pas. Être responsable mais pas autonome, là on est plus sur l'ops qui voit arriver les déploiements, mais quelque part, voilà, il est responsable de, voilà, il faut que ça tourne. Par contre, il n'a pas cette autonomie de dire non, mais vraiment, arrêtez les gars, comprenez que voilà, il y a un ensemble d'attentes avant de basculer. Être autonome et responsable, ça peut être aussi une dimension financière. Voilà, j'ai besoin d'investissement. C'est ultra frustrant de se dire faites ce projet, bon par contre, on est d'accord, hein, c'est à budget constant. C'est aussi du sponsorship du manager. Donc tout ça fait que, concrètement, on touche à cette problématique d'autonomie et de responsabilité et que ça génère beaucoup de frustration. Et cette frustration, une façon de la caractériser, c'est de la définir comme une sorte de plafond de verre. Quelque part, on essaye, c'est pas comme si on n'essayait pas d'améliorer les choses dans tout ce qu'a pu raconter Mathieu, mais par contre, voilà, quelque part, à chaque fois, on se cogne à quelque chose et on n'arrive pas à aller plus haut. Et cette notion de plafond de verre, moi, je l'ai rencontrée de nombreuses fois dans mon expérience professionnelle. À chaque fois que vous commenciez une grande transformation, je sais pas moi, on va faire de l'agile, on va faire du DevOps, on va faire ce que vous voulez. Donc, nouvelle façon de faire. Les 3 premiers mois, il y a tellement de choses à faire. On travaille sur les pratiques d'ingénierie, on travaille sur la relation avec le business, on met du management visuel en place, enfin plein de choses. Et donc, on voit, pendant ces premiers mois, qu'il y a une vraie progression. On sent qu'on améliore la situation, on sent que, quelque part, il y a de l'énergie, que les gens sont contents, qu'on avance vers une destination qui nous paraît intéressante. Et puis ça commence à coincer. Et puis, on commence à taper une sorte de mur, petit à petit, dans cette transformation. Et ça, au travers de transformations ou de schémas directeurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré souvent. Et le nom de ce plafond, eh bien, on peut lui donner le nom d'organisation. Si mon plafond, c'est l'organisation, si on s'intéresse à la théorie des contraintes, donc théorie des contraintes qui a été énoncée par Hugh Goldratt, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que par rapport à un flux, par rapport à un système, si on arrive à identifier le principal dysfonctionnement, et donc dans mon cas, je considère que c'est l'organisation, eh bien, dans cette situation, améliorer tout ce qu'il y a autour de ce bottleneck, de ce problème, ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à progresser, en fait, on continue de taper le mur. Même si on continue à encore avoir de meilleures pratiques, être de plus en plus compétent, en fait, on a ce plafond de verre, et lui, il considère que ça ne sert à rien d'investir à améliorer le reste de la chaîne, vous devez vous concentrer sur ce plafond de verre, vous devez vous concentrer sur l'organisation. Alors, je ne peux pas parler d'organisation sans présenter la loi de Conway. Donc, qu'est-ce qu'a dit la loi de Conway? Les organisations qui conçoivent des systèmes sont contraintes de produire des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. J'imagine que tout le monde connaît cette loi. Moi, je l'utilise depuis 10 ans, je pense, dans chaque restitution que je fais à un board sur des assessments, en expliquant, voilà, on a encore la loi de Conway. Ah ouais, on a encore la loi de Conway. Donc, ça m'a bien aidé en tant que consultant. Au-delà de ça, le message est extrêmement fort. Concrètement, il va falloir travailler, c'est-à-dire que concrètement, si l'organisation n'est pas, on va dire, au service de votre produit, ça va être très très difficile d'avancer à cause de ça. À tel point que si vous avez lu le dernier ThoughtWorks Radar, eh bien, ils annoncent qu'il y a une nouvelle approche, et ils ont appelé ça la manœuvre inversée de Conway, et qui est de considérer, OK, j'ai un objectif produit, eh bien, je vais mettre en organisation pour soutenir le produit. Donc, c'est pas, quelque part, on met en place l'organisation, et puis après, on décline le produit, c'est on met en place, on a un objectif produit, et on va mettre en place une organisation et l'adapter pour adresser cet objectif produit.
Et ça commence à faire des choses rigolotes. J'en parlais avec le CTO du Bon Coin qui m'expliquait qu'aujourd'hui, voilà, ils avaient vraiment entrepris cette approche avec une approche de domaine driven design pour essayer justement de bien identifier les frontières et d'ajuster l'organisation par rapport aux produits qu'ils souhaitaient réaliser. Donc l'organisation, c'est quelque chose d'essentiel et une façon de concrétiser finalement cette organisation, c'est la meilleure façon, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais du moins l'asset le plus observable d'une organisation, eh bien, c'est l'organigramme, qui est une sorte de squelette. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les organigrammes, ils sont largement partagés dans l'entreprise. C'est une action de communication. Et associé à l'organigramme, il faut bien voir qu'il y a un mauvais côté et un bon côté. Le mauvais côté, c'est qu'un organigramme, ça va concrètement figer des murs, ça va figer des frontières, il y a aussi le problème du fait que c'est extrêmement hiérarchique. Mais voilà, on voit apparaître typiquement des murs qu'on n'a pas forcément envie de voir dans son organisation. Ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est que un organigramme, ça peut être un outil pour donner du sens. Ça peut être un outil pour caractériser un objectif. C'est un outil où on va voir apparaître, si on continue à descendre, des rôles, des fiches de poste. Et là, ça commence à être rassurant. On sait un petit peu où on est. Et surtout, ça permet de présenter des intentions. En introduction, donc, je me suis présenté en tant que Cloud Transition Architect, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais le fait d'avoir choisi cette dénomination, ce n'est pas parce que j'ai un rôle particulier, je m'occupe du cloud, de façon... voilà, c'est tout. Mais le fait de dire transition est important pour l'organisation. Le fait d'avoir créé une boîte où on mettait le cloud est quelque chose d'important dans l'organisation parce que ça fait transmettre un message. Ça montre qu'on a un objectif. Donc l'organisation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à ce titre. Pour continuer à appuyer dessus, vous avez Craig Larman, un des papas de LESS, donc méthode de déploiement à large échelle de l'Agile, qui disait que la culture suit les structures. La culture d'entreprise va suivre les structures. Si on regarde cette affirmation, ça sous-entend que concrètement, commencer à opérer un changement, on va dire de médium échelle ou un petit peu large, ça va être très compliqué si on ne touche pas à l'organisation. Et ça revient un petit peu à l'affirmation « Ah bah tiens, on va mettre en place DevOps, par contre on change rien côté organisation, mais vas-y, tu as tous les pouvoirs. » Et on revient un petit peu sur la dimension de frustration. Donc culture, malheureusement, suit les structures. Et à ce titre, c'est quelque chose que j'ai vécu assez récemment. Donc on a été racheté, quand j'étais chez Octo, on a été racheté par Accenture. Et Accenture promouve plutôt la notion de culture of culture. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de souci, vous venez comme vous êtes. C'est possible d'avoir dans la même entreprise plusieurs cultures. Par contre, pour le meilleur ou pour le pire, ou pour je ne sais pas quoi, chez Accenture, il n'y a qu'un modèle opérationnel. Il n'y a qu'une façon de s'organiser, il n'y a qu'un processus. Et c'est là où, concrètement, on ressent les limites. C'est-à-dire faire cohabiter plusieurs cultures alors que tout le monde suit les mêmes règles, en vrai, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, très rapidement, en fait, les cultures peut-être au début, elles sont très disparates, mais petit à petit, elles vont converger vers plus ou moins le même modèle. Donc, culture of culture, dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Donc, l'organisation, c'est un sujet important. Et dans le cadre de l'organigramme, comme j'ai dit, on peut l'utiliser pour transmettre une intention, pour adresser un objectif. Du coup, la question, c'est, dans le cadre de DevOps, quel est mon objectif? Merci. Donc, quel est l'objectif? Mettre en place un ensemble de pratiques qui visent à réduire le time to market, augmenter la qualité et surtout optimiser la coopération entre le développement et l'infrastructure. Donc le schéma qu'on vous présente, on peut déjà assez vite dire qu'on n'en veut pas vraiment. Ça va être assez compliqué de faire coopérer les gens comme ça. Le schéma, moi, il me fait assez penser à ce que M. Taylor, au début 1900, préconisait, avec son organisation scientifique du travail.
On découpe les rôles et surtout on les spécialise. Ce qui veut dire que potentiellement, vous allez avoir des super BA, des super architectes, des super ops, chacun très bon dans son domaine, mais personne ne se parle. Donc au final, ce qu'on veut faire, dans un premier temps, c'est déjà pas optimiser les rôles, mais optimiser la création de valeur. Deuxième point qu'on voit sur ce schéma, et là je reviens sur l'organigramme de Joseph, c'est les fameux murs. Comme de par hasard, ils sont assez bien situés entre les différentes branches de l'organigramme, entre le département business, entre le développement et entre l'infrastructure. Donc, si vous voulez commencer à optimiser des processus, on va vite se rendre compte que ça va être plus ou moins difficile en fonction de là où vous êtes. Par exemple, entre les intégrateurs et les ops, on peut encore communiquer, on est du bon côté du mur. Enfin, du même côté du mur. Par contre, entre les développeurs et les ops, et ou les développeurs et le business, on voit tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire pour sortir de ce modèle, c'est déjà casser ces murs, faire en sorte que les gens puissent se parler entre différents départements. Limiter les personnes aussi. Le but, c'est pas d'avoir des super spécialistes, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, dans le slide qui présentait les 3 niveaux. On veut plutôt des gens qui ont des profils en forme de T. Et dernier point, mais qui est malgré tout le plus important, on veut optimiser les boucles de feedback. Ici, on voit que tout va dans un sens. Le feedback, l'information circule que de gauche à droite. On veut pouvoir faire en sorte qu'elle revienne également, et de manière la plus efficace possible. J'espère qu'on a réussi à vous faire partager que l'organisation, c'était quelque chose d'important, que ça pouvait être un outil, et que bien utilisé, potentiellement, ça nous permettait d'adresser un objectif. Maintenant qu'on a posé la problématique, on va essayer d'aller de l'avant. Et donc, dans la suite du talk, je vais partager avec vous un ensemble de retours d'expérience sur des modèles d'organisation qui ont été mis en place autour justement de cette problématique DevOps. Alors, quelques disclaimers. La première chose, c'est que je ne prétends pas avoir la solution. Il n'y en a pas d'ailleurs de solution, il n'y a pas une solution magique qui marche à tous les coups. Mon deuxième disclaimer, c'est que faites attention, on va dire, ce qu'on peut appeler le modèle Spotify. Donc, le modèle Spotify, pour rappel, c'est un des modèles qui est promulgué comme une approche de déploiement d'agile à large échelle, où on va retrouver des noms que vous avez sûrement vus plein de fois, la notion de tribu, la notion de squad, de chapter et tout ça. Mais le modèle Spotify n'a rien d'un modèle. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui, face à des complexités, a petit à petit, dans une logique d'amélioration continue, voilà, changer son organisation, définit des modèles d'organisation qui lui vont bien, qui sont propres à son contexte, qui sont propres à sa culture et qui lui ont permis d'avancer. Et le jour où j'ai enfin rencontré Hendrik Nijberg, qui est un des coachs qui a accompagné Spotify, voilà, et quand il m'a dit que j'en ai marre qu'on considère que Spotify est un modèle, ça m'a rassuré. Donc, pas de modèle Spotify derrière tout ce qu'on va vous présenter. J'ai jamais vu un seul modèle déployé dans une organisation, ou alors c'est que c'est une organisation qui a, c'est pas qu'elle a un business simple, mais qu'elle a peu de diversité. Donc du coup, c'est potentiellement possible de déployer le même modèle. Mais du coup, il ne faut pas avoir peur potentiellement d'avoir plusieurs approches au sein de la même organisation. Attention, faux amis. J'ai travaillé aussi pour d'autres clients où, quand ils m'ont présenté leur réorganisation DevOps, ils m'ont présenté l'équipe DevOps, qui était l'infrastructure, mais ils avaient changé le nom du département. Il y avait aussi l'équipe produit, donc qui était l'équipe qui était en charge d'une application historiquement. Par contre, pas de changement, pas plus de moyens. Voilà. Attention à ces faux amis, attention un petit peu à ce marketing où vous allez avoir du DevOps produit qui va arriver dans notre organisation. S'il n'y a pas de changement associé concrètement, c'est l'effet Canada Dry. Et donc, on va partager des retours d'expérience.
qui se veulent plus un partage, éventuellement des sources d'inspiration par rapport à comment avancer sur ce sujet. Donc le premier modèle, hein, le premier partage qu'on souhaiterait faire avec vous, on l'appelait Do DevOps Yourself. Je l'ai rencontré dans le cadre d'un audit il y a à peu près 1 an, avec une équipe qui développait un produit bancaire donc dans le domaine du digital, à destination des clients finaux. Donc on peut imaginer qu'ils avaient un certain nombre de contraintes, et une des contraintes les plus fortes qu'ils avaient était du déploiement zéro downtime. Ils ne voulaient pas que dans leur application, comme on peut rencontrer dans certains e-banking, on ait un petit message qui dit samedi prochain, l'application ne sera pas disponible de 18h à minuit. Donc ils ont mis en place une architecture microservice pour asseoir ce requirement. Se sont rendus compte que c'était quand même pas forcément évident à opérer, et ont donc recruté un Ops. L'équipe a recruté un Ops et l'a incorporé au sein de l'équipe. En termes de culture, cette expérience a été rencontrée au sein d'une entreprise où on avait quand même une forte autonomisation des équipes, d'où le fait qu'un Ops a pu être recruté, et un fort niveau d'exigence, ainsi qu'une culture assez agile. L'intérêt qu'on a dans ce modèle d'organisation qui nous a assez vite sauté aux yeux était évidemment l'automatisation du déploiement, mais sur mesure par rapport au produit. C'est-à-dire que l'Ops était en charge de scripter le déploiement pour ce produit-là et de manière picobello. Cet avantage représentait également un petit inconvénient, selon comment on le prend, c'est-à-dire le manque de capitalisation. Du fait de la spécialisation de l'automatisation mise en place, c'était assez difficile de la reproduire dans d'autres équipes qui auraient utilisé des architectures ou des architectures de produits un petit peu différentes. Un autre avantage que l'équipe a rencontré du fait d'avoir un Ops à demeure était sur la gestion des incidents. Comme on l'a vu tout à l'heure, le fait d'avoir une communication facile entre les développeurs et les Ops simplifie beaucoup de problèmes. Et dans ce cas-là, quand vous avez un incident, c'est plus facile d'avoir tout le monde autour de la même machine pour analyser les résultats des logs, éventuellement regarder le code, comprendre ce qui se passe. Ça va plus vite que de s'ouvrir des tickets Jira pour demander est-ce que je peux avoir les logs du système de production. Un petit inconvénient, malgré le fait que l'équipe était très autonome, l'Ops avait pour autant pas les mêmes accès que l'équipe d'infrastructure standard, qui elle opérait l'infrastructure plus générale de la banque. Alors, deuxième modèle. Donc j'ai parlé de faux amis et de noms un peu pompeux, mais je vais rentrer dedans directement, avec une équipe DevOps. Mais en fait, cette équipe DevOps, elle m'a bien plu. Pourquoi elle m'a bien plu? Donc, on est sur le démarrage d'un projet. On a à peu près, donc c'est autour d'un produit, on a une 11aine d'équipes qui sont bootées et qui commencent à travailler. Quelque part, il y a beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Et donc, il y a toute la partie pipeline de déploiement, mais aussi toute la partie software factory à construire pour essayer, quelque part, à un moment donné, que tout le monde atterrisse à peu près au même endroit. Et c'est ce qui a été fait dans ce cas-là. Donc, c'est un éditeur qui vend son produit en mode SaaS ou on-premise, et qui, dans une logique vraiment produit, pour le coup, qui a commencé à créer une équipe en regroupant vraiment des gens qui venaient d'un peu partout. Donc, on avait un système testeur, on va avoir des ops, des devs, bien sûr la partie sécurité qui était important à ce niveau-là. Donc, vraiment essayer de construire une équipe vraiment pluridisciplinaire, avec pour objectif donc de poser un certain nombre de fondamentaux. Et le fait qu'il y ait des devs et d'autres parties faisait qu'ils avaient quand même une bonne vision de qu'est-ce que souhaitaient les autres équipes. En termes de... Toujours pour continuer sur le contexte, donc c'est une équipe, ils avaient déployé Safe comme modèle, et après on était plutôt, on va dire, dans un environnement cloud. L'intérêt d'avoir mis en place cette équipe DevOps, déjà, c'est d'avoir toujours pensé au moment où ils l'ont créée qu'elle était éphémère.
C'est-à-dire, voilà, on veut juste bootstrapper. Et dans ce sens-là, potentiellement, ça fait sens. Ensuite, ça a été un accélérateur. Et ça a permis très rapidement de converger sur un ensemble d'assets partagés par les autres équipes. Ça a permis un partage, parce que si ici on voit qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, ce n'est pas du tout le cas des autres équipes en fait, qui sont pour le coup très très orientées par domaine d'expertise. Le problème, c'est que c'était éphémère. Donc quelque part, quid du run. Qu'est-ce qu'on va faire de cette plateforme après? Pas de vision plateforme. Et puis quelque part, ça n'a pas vraiment impacté les autres équipes en termes de savoir-faire. Par contre, ça a été une bonne façon de mettre de l'énergie et de démarrer. Le troisième modèle d'organisation qu'on a rencontré, je l'ai rencontré sur 2 implémentations un petit peu différentes. Un premier modèle sur une startup et une deuxième fois un modèle similaire, mais dans une organisation plus traditionnelle, qui était un petit peu sclérosée par les problèmes d'organigramme qu'on a pu voir tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir une équipe qui intègre l'ensemble des compétences nécessaires pour développer un produit, donc du développement jusqu'à l'opérationnel, avec des PKC nécessaires, de manière autonome. Dans le cadre de la startup, c'était un produit, une application web pour aider à mettre en relation des gens qui ont, par exemple, besoin d'amener des recyclables à la déchetterie mais qui n'ont pas le temps, et d'autres personnes qui auraient, eux, plus de disponibilité ou l'envie simplement d'aider son voisin. Le deuxième contexte était dans une organisation, comme je vous le disais, plus traditionnelle, où ils avaient envie de développer un MVP. Ils voulaient mettre en place un produit, mais leur organisation ne leur permettait pas. Comme dit, si vous passez votre temps à vous échanger des tickets Jira et à attendre sur le voisin qu'il ait cliqué sur le bouton pour valider la demande et ainsi de suite, ça ne va pas forcément aller vite en termes de boucle de feedback et de time to market. Donc le modèle qui a été choisi était donc de regrouper l'ensemble des compétences nécessaires au sein d'une équipe autonome. Donc en termes d'avantages, vous allez avoir déjà une maîtrise du produit. L'ensemble des personnes qui travaillent dessus le maîtrisent. Donc vous rencontrez plus les problèmes dont parlait Joseph, moi j'ai développé, je l'ai donné au run, et puis le run se débrouille, et vice-versa. Les montées en compétences également, lorsque vous avez une entrée, un nouveau membre dans l'équipe, la montée en compétences est d'autant plus facile que l'ensemble des compétences est autour de lui. Et la facilité de réplication. C'est simple, vous voulez monter un produit, posez une équipe, et puis on y va. Des avantages dans le cadre de ce modèle-là, dans une organisation plus traditionnelle, c'est qu'il est fait en dehors de l'IT. Il est fait en dehors de l'organigramme que de l'organigramme standard. Donc il est difficile à répliquer. Vous n'allez pas pouvoir scaler votre équipe à 50 ou 60 personnes. Ça va peut-être devenir un petit peu compliqué à gérer. Et de la même manière, si vous commencez à avoir 25 équipes produits, sur le schéma, on voit ici qu'on avait 2 ops par équipe, une 50aine d'ops, ça commence à faire du monde. Et en termes de capitalisation, de factorisation, c'est un petit peu moins efficace. Quatrième auto-expérience, la Component Team Ops. Donc dans ce cas-là, on a une banque qui a décidé de, on va dire, reshuffler un petit peu toutes les cartes côté infrastructure et d'avoir une approche plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, elle a structuré des équipes en visant aussi une forme d'autonomie et de responsabilité pour vendre, pour construire et pour mettre à disposition une plateforme. Et notamment, l'exemple, c'était être en capacité à faire du database as a service, que ce soit on-premises ou sur la base de cloud provider plus traditionnels. Et donc, on se retrouve avec notre équipe avec différentes compétences, différentes compétences. Donc, on vise véritablement l'équipe pluridisciplinaire. On a bien des ops. Et donc, on arrive au final à être en capacité à fournir un service à différents clients qui sont dans la banque. Donc l'intérêt de ce modèle, c'est d'opérer as a service, c'est-à-dire qu'ils ont été dans une logique du coup d'automatisation la plus poussée
pour être en capacité à fournir cette plateforme à différentes autres équipes, différents clients, qui peuvent être des équipes produits ou pas. Le fait qu'il soit vraiment donné les moyens de voir ça comme un produit, c'est-à-dire la plateforme est mon produit, donc quelque part je dois discuter avec les différents clients potentiels pour savoir quelle orientation je dois donner à la plateforme. Dans les inconvénients, c'est une banque qui aime en général avancer très très vite. Potentiellement c'était un peu trop tôt, donc du coup dire que le modèle a été un succès à l'époque, je ne pense pas. Et le niveau d'automatisation est clé, c'est-à-dire si vous agissez as a service, vous ne pouvez pas être un bottleneck. Donc du coup, ça nécessite des investissements qui sont extrêmement importants. Et si on essaye de réunir les deux modèles précédents, donc la partie produit, la partie composant, on arrive potentiellement à une organisation produit. Alors qu'est-ce que c'est une organisation produit? Eh bien, on a une équipe pluridisciplinaire qui développe un produit. Et donc, quand on dit équipe pluridisciplinaire en charge d'un produit, elle est en charge du build et du run, qui s'appuie sur une équipe produit, mais cette fois qui est plutôt une plateforme, qui encore une fois est une équipe pluridisciplinaire en charge du build et du run, et dans ce cas-là, qui s'appuie aussi sur une équipe produit, blablabla, qui est fournie par un cloud provider. Et donc on a bien une logique produit au niveau de l'application et une logique produit au niveau de la plateforme qui est sous-entendue. Et c'est le modèle qu'on est en train d'expérimenter typiquement chez Pictet dans le cadre du cloud, où on essaye d'être en capacité à servir nos différents clients. Donc moi je fais partie de cette équipe-là, et on met à disposition des capacités le plus as a service possible, le plus automatisé possible pour offrir la liberté et pas devenir un bottleneck. Parce que si on devient un bottleneck, concrètement, on retourne sur des modèles, on va dire, plus traditionnels en termes de passage de demande et de fourniture de services. Donc architecture bien sûr orientée cloud, grosse autonomie, grosse liberté qui nous est donnée pour essayer quelque chose dans un climat où la sécurité n'est pas une blague et il faut être sûr que la sécurité est bien présente. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Donc là, je parle d'un retour d'expérience qu'à 6 mois. J'aurais aimé vous parler de quelque chose qui date de 2 ans et demi, mais ce n'est pas le cas. Dans la construction de la plateforme, on a pu intégrer véritablement la partie sécurité by design. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important pour convaincre qu'on pouvait aller de l'avant. Time to market, c'est-à-dire qu'on a pu déployer les premiers composants au bout d'1-2 mois. On avait déjà quelque chose et on commençait à travailler avec les équipes produits. Le fait d'avoir des gens dédiés, pluridisciplinaires. Si on prend l'équipe Cloud Platform Engineer, on va retrouver des gens du réseau, des gens qui s'occupent de tout ce qui est stockage, des serveurs, des développeurs, mais aussi quelqu'un qui s'occupe de la partie produit. Donc on est vraiment sur ces modèles-là. Par contre, le problème de ce modèle aujourd'hui, c'est que quand on l'a posé, il n'y avait rien. Donc quelque part, on n'a pas essayé de faire une transition ou de faire du change. On l'a mis en place comme ça. Et donc, bien sûr, j'ai qu'un rex de 6 mois, donc à voir sur la durée. Le 6e modèle, je l'aime. Les 2 modèles qui viennent, moi je les aime bien. On les a appelés NoOps. On a 2 déclinaisons. Où dans le premier cas, contexte c'est l'infrastructure et le développement aussi dans une certaine mesure, on les considère comme du plug and play. C'est un modèle qu'on a rencontré dans le cadre d'une startup, encore une fois, qui voulait développer un MVP fonctionnel et tester rapidement son marché. Donc l'idée derrière ça, c'est de se dire on n'a pas besoin d'ops, on n'a pas besoin de dev, on va s'appuyer uniquement sur des outils qui sont un petit peu côté click and play. Par exemple, Bubble pour faire du no-code, Mailchimp pour envoyer du spam, pour envoyer des mails, mais bon, c'est une startup, ils ont un gros hacker. Et Zapier pour gérer toute la partie d'automatisation. Donc on est sur principalement des outils, quasi exclusivement sur des outils managés, fournis par des tiers, qui vont vous permettre d'avoir un time to market très rapide. On clique à gauche, on clique à droite, et puis on a un site qui est opérationnel. On peut tester le marché, voir si l'idée géniale qu'on a eue, elle est viable. Maintenant, ce time to market, dans un premier temps, c'est une grosse force,
Mais plus on va avancer et plus nos besoins vont changer, plus ça va devenir un souci. C'est-à-dire que tous ces outils n'ont pas forcément un côté scalable. Déjà en termes de souplesse, si vous voulez une feature qui ne propose pas, ça va être compliqué, donc du coup votre time to market va exploser puisque vous allez devoir vous séparer de l'outil, le réimplémenter et, adapter et faire les adaptations nécessaires à vos besoins. Le coût également va rapidement devenir un souci. Si on est sur des services où on paye à la demande, où on paye à la requête, ça peut vite devenir assez cher. Et enfin, comme dit, en termes de souplesse et de couverture fonctionnelle, on est assez limité. Le deuxième NoOps, où on est vraiment cette fois-ci de l'autre côté, complètement de l'autre côté du graphe, on l'a rencontré aussi dans une startup, mais sur un produit qui avait déjà vécu depuis plus longtemps. D'une certaine manière, depuis tellement longtemps, avec une équipe qui est restée tellement longtemps ensemble, que pour eux, l'Ops, c'est plus devenu un sujet. On voit sur le schéma, on n'a plus d'Ops, on n'a plus de dev, plus d'architectes, on n'a plus de testeurs. L'ensemble de l'équipe possède toutes les compétences nécessaires pour développer et maintenir le produit. On est comme sur le product team, mais où on aurait tourné le volume jusqu'au maximum. Un des gros avantages qu'on a vu dans ce modèle d'organisation, c'est la résilience. Le buzz factor, il n'existe pas. Potentiellement, n'importe quel membre de l'équipe peut dire « je prends 6 mois sabbatiques », il est remplacé au pied levé par n'importe quel autre membre. Du coup, pour les recrutements et la montée en compétences, de la même manière, l'équipe avait uniquement besoin de trouver des profils, on aime bien dire avec la tête bien faite, mais qui a le bon état d'esprit, pour les intégrer et leur faire monter en compétences. Maintenant, ce n'est pas parfait. Ce modèle, du fait de la seniorité des profils, on est sur une équipe qui a vécu longtemps ensemble, des profils seniors, des profils experts, on aura un coût plus élevé. Et également, en termes d'adaptation, ce n'est pas un modèle qui peut être utilisé par tout le monde. Si votre business est assez variable, dans votre entreprise, vous avez différents business qui se recouvrent pas, qui ne requièrent pas les mêmes compétences, ainsi qu'un socle technique qui peut être également variable, tout le monde ne peut pas connaître tous les métiers et toutes les plateformes. Et on va finir avec, pas un Rex de notre part, mais un Rex de Google. Le Rex de Google, je l'ai appelé SRE. Donc, qu'est-ce que c'est SRE? Donc, Google, c'est... dans tous les modèles qu'on vous a présentés, il y avait un Ops dans toutes les équipes. Dans toutes les équipes produits, qu'elles soient plateforme, même côté startup, quelque part, c'était un rôle qui s'était dilué. Et dans le cadre de Google, alors que pourtant, je sais pas, c'est des gens respectables, c'est pas du tout ce qu'ils font, quoi. Donc ils font exactement le contraire de tout ce que je viens de vous présenter. Donc c'est embêtant pour mon discours. Mais en vrai, j'ai adoré la façon dont ils le font. Parce que l'idée n'est pas de dire, OK, ils ont des ops, on va dire qu'ils sont en dehors des équipes. C'est plutôt le processus qui est derrière. Le processus, je le trouve magique. Qu'est-ce qu'il dit, le processus? Il dit que je lance un produit, qu'au bout de 6 mois, le produit a une certaine maturité, donc je me prépare pour un go live. Là, le SRE, justement, j'ai un SRE qui me contacte pour dire, il y a une ouverture au public qui est prévue, donc il va falloir se préparer. Et donc se préparer, concrètement, il faut être sûr qu'en termes d'acceptance, en test d'acceptance pour le run, on a fait tout ça. Donc là, on a le SRE qui est dans une position de conseil pour le go live. Passer le go live, au bout de 6-8 mois, l'équipe peut faire le choix de se dire, bon, ce serait bien quand même de passer la main au SRE. Et donc, il va faire cette demande. Et donc, on va passer dans un processus où, encore une fois, le SRE va revenir pour les aider à définir, OK, j'ai un ensemble de critères d'acceptance pour récupérer le run de la plateforme. Et donc, à un moment donné, ça se concrétise avec un passage, ce qu'ils appellent le hand-off.
Le SRE, du coup, à ce moment-là, fait le run. Et puis, pour des raisons X ou Y, petit à petit, on se rend compte que la plateforme, elle perd en stabilité. C'est de plus en plus compliqué, peut-être qu'il y a eu trop de change, une nouvelle version un petit peu chaotique. Et là, le SRE, il dit, hop, là, ça va plus, là. Votre plateforme, elle me plaît plus, elle est plus assez stable. Je vous le redonne le bébé. Et donc, il y a un mécanisme inverse qui est de repasser la main, donc ça s'appelle le runback. Je redonne à l'équipe. Vous vous démerdez pour le run. Moi, j'assume pas aujourd'hui ce que vous mettez à disposition. L'équipe peut continuer à travailler et se remettre en position, une fois qu'elle a restabilisé la plateforme, de refaire une bascule. Je trouve l'effet un petit peu magique si on discute de la dimension responsabilité et autonomie. C'est-à-dire, voilà, moi je suis prêt bien sûr à aider, mais je ne veux pas assumer quelque part tout ce que vous êtes en train de faire. Donc ça responsabilise énormément. Alors je l'ai vu chez Google et j'ai discuté avec le CTO du Bon Coin. Ils n'ont pas formalisé le même process, mais à l'échelle de 300 personnes, ils ne sont pas loin d'être sur ce même type d'organisation. Alors, en termes de culture, bien sûr, on parle de Google, ok, donc c'est une culture tech, culture de la mesure, de l'expertise, de l'innovation. Ce que j'ai trouvé incroyable dans le modèle, c'est cette dimension accompagnement, responsabilisation, le fait de laisser le choix. Par contre, bien considérer que c'est des ingénieurs Google, voilà, c'est pas nous, c'est Google. Donc le Bon Coin, on va dire, c'est peut-être des gens qui nous ressemblent un peu plus, mais on n'est pas des ingénieurs Google. Et quelque part, tout ça s'appuie bien sûr sur Gcloud. Donc il y a quand même une notion de standardisation. Alors on peut faire beaucoup de choses avec Gcloud, mais du coup, on est quand même sur des modèles d'architecture qui sont particuliers. Donc la question, c'est est-ce qu'on sait faire ça avec la diversité des infrastructures qu'on peut retrouver aujourd'hui dans nos organisations. Et j'en ai fini avec mes 8 modèles. On s'approche de la fin. Donc du coup, je suis ingénieur, je me suis dit, bah tiens, j'ai fait 8 retours d'expérience, et si j'essayais de mettre tout ça en équation pour trouver le modèle parfait? Pourquoi pas? Donc si je résume, on a parlé de produits, okay, 2 types de produits. On a le produit plutôt côté applicatif, donc c'est un asset déployable, exploitable, et on a un produit côté infrastructure, c'est une plateforme standardisée. Quand on développe une application, on a un objectif, c'est de déployer le bon produit pour le client, mais aussi un produit de qualité. Quand on est côté infrastructure, on cherche le as a service, on cherche une automatisation quasiment totale. Et puis on a les activités de l'Ops. Et ces activités de l'Ops, selon le type de produit, elles sont diverses et ça peut être un peu plus de ça qu'un peu plus de ça. Et donc du coup, je me dis que, parce que j'arrive à faire rentrer tous ces modèles, enfin toutes les règles dans ce modèle, c'est-à-dire l'organisation de produit, concrètement, voilà, c'est exactement ça. Mais même dans le cas, quelque part, de NoOps, c'est juste que la frontière va descendre et qu'ici, on aura un tiers qui sera un cloud provider ou quelque chose comme ça. Mais quelque part, on a toujours, on va dire, ces 2 catégories dans l'organisation. Donc, en termes de modèle, je pense que s'il fallait garder quelque chose à l'esprit, c'est, a priori, vous avez 2 produits. Donc ça peut être après externalisé, mais fondamentalement, vous avez 2 produits. Et la deuxième chose, c'est que côté opération, va falloir, quelque part, bien positionner la frontière selon le modèle d'organisation que vous voulez mettre en place et selon votre contexte. Bon, c'est une tentative, hein, je ne dis pas que c'est parfait. Du coup, si demain vous voulez bouger sur le sujet, par rapport aux différents modèles, le bon point de départ, c'est la partie do it yourself, le fait de dire je vais prendre un Ops dans mon équipe. Ça a plein de vertus. C'est pas parfait, mais ça a plein de vertus pour commencer à véritablement adresser un ensemble de sujets dans l'organisation. La DevOps Team, si vous lancez une grosse, on va dire beaucoup d'équipes d'un seul coup par rapport à un produit, le fait de structurer, de lancer un petit peu, mettre de l'énergie, je pense que ça fait beaucoup de sens. Et puis bien sûr, il y a d'autres façons de s'organiser, des communautés de pratique, pour essayer de propager un peu la bonne parole dans l'organisation, ça fait sens. Après, en phase de transition, donc on est en phase de transition, donc quelque part, on a envie d'avancer vers une cible. C'est là où on va véritablement voir arriver des vraies équipes produits. Une vraie équipe produit, responsable du build et du run, de bout en bout.
ok? Pas responsable des évolutions d'une application. Non, je suis responsable d'un produit de bout en bout. Des équipes plateforme, donc produits, mais au sens infrastructure. Des enabler teams. Qu'est-ce que j'entends par enabler team? Et c'est associé à la dimension 30 Days Blitz. C'est chez Target, par exemple, quand ils ont lancé leur grande réorganisation DevOps, ils ont créé une équipe de coachs, donc pas au sens coach agile, pour, typiquement, ils prenaient une équipe, il a délocalisé 30 jours avec les coachs, et l'objectif, quelque part, c'était d'accélérer la montée en compétence sur un ensemble de sujets pour accélérer le chemin vers DevOps. Donc cette notion de coach vraiment en charge d'aider les équipes peut faire beaucoup de sens à partir du moment où vous avez atteint une certaine taille. Et après, la cible, j'ai aucune recommandation à vous faire. Elle dépend vraiment trop de ce que vous voulez faire, de votre organisation, et ainsi de suite. Et là, on commence à avoir bouclé la boucle, c'est-à-dire, Mathieu vous a beaucoup parlé d'un ensemble de choses qui sont extrêmement importantes quand on essaie d'aller vers DevOps. Là, on a focusé beaucoup sur plutôt des aspects organisationnels. Et bien sûr, c'est un tout, c'est-à-dire faire ça sans ça, ça ne va pas marcher, mais alors pas du tout marcher. Je dirais même que commencer par ça, c'est une forme de suicide. Voilà, vous pouvez le faire, mais je pense que c'est un suicide. Donc, alors qu'il y a les petit à petit, en développant ce type de compétences, pour aller vers l'organisation, c'est sûrement beaucoup plus facile. Dès que vous commencez à voir le plafond de verre, peut-être qu'il y a des choses à faire. Après, le risque, c'est de vous voir le plafond et de ne pas pouvoir le faire bouger. Donc c'est pour ça que dans certains cas, c'est peut-être mieux de tout de suite redistribuer les cartes. Et je finirai avec mon deuxième slide de consultant préféré. Donc quand la phrase de Peter Drucker, donc la culture mange la stratégie au petit déjeuner, au dîner et après, enfin autant de fois qu'on veut. Pour souligner plusieurs choses. La première, et là je reviens à mon disclaimer, je pense que c'est vraiment important de bien comprendre qu'il n'y a pas de recette magique sur la partie organisationnelle de DevOps. Mon deuxième point, c'est qu'il y a de grandes chances, du fait de la complexité de ce que nos organisations gèrent aujourd'hui, qu'il n'y ait pas qu'un seul modèle qui soit déployé dans votre organisation. Et enfin, on a pris le temps pour chaque pattern, chaque Rex, de véritablement essayer de donner des éléments de contexte, des éléments de pratique, de culture de ces entreprises. Pourquoi? Parce que je suis persuadé fondamentalement que ce n'est pas en appliquant ces exemples que vous allez réussir à trouver quelque chose, mais c'est plutôt en s'inspirant, en commençant à faire un peu de la cuisine, en disant voilà, nous, notre culture, elle est plutôt comme ça, on a plutôt ce type de pratique, que vous serez en capacité ensuite à expérimenter les meilleurs modèles pour votre organisation. Et j'en ai fini. Merci de votre attention et à disposition pour des questions. Merci beaucoup, Joseph. Merci, Mathieu. On a 2 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question? Quelqu'un? Vous levez la main, je vous amène le micro. Ah, ça y est, on en a une ici. Oui, je voulais savoir en fait chez Pictet. Excusez-moi, si vous pouvez juste vous présenter votre nom et votre... Dominique Schellenberger, je travaille chez Kudelski près de Lausanne. Merci. En fait, je voulais savoir chez Pictet, vous êtes, il y a donc 650 personnes à l'IT et vous avez un modèle ici. Est-ce que ça couvre, est-ce que ces 650 personnes sont dans ce modèle et comment vous avez fait pour convaincre, si c'est le cas, de changer tout pour que toutes ces personnes changent de façon de travailler? Alors, donc les 650 personnes ne sont bien sûr pas concernées, pas toutes. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un buying officiel de la hiérarchie en disant « ouais, c'est bon, on y va, vous m'avez convaincu ». Par contre, la beauté de cette boutique, c'est de laisser, si tu veux, l'opportunité d'essayer. Donc concrètement, ils disent « vous voulez essayer? Allez-y ». Donc du coup, ce qu'on a fait, donc typiquement le modèle produit-produit, c'est un des modèles qui a été déployé et qui va regrouper, je ne sais pas si on compte tout le monde, je sais pas, 50, 60 personnes. Le premier modèle do it yourself, typiquement ça c'est quelque chose que j'ai identifié au moins dans 3-4, si tu veux,
et qui produit. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui qui se passe, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a plusieurs initiatives qui, c'est-à-dire ça apparaît naturel pour les gens de tenter, parce qu'elles avaient des douleurs, et d'expérimenter. Mais il n'y a pas de modèle global Pictet, et aujourd'hui on ne peut pas considérer qu'on va à marche forcée. On est plutôt sur une série d'expérimentations au sein de l'organisation, parce que l'organisation permet ces expérimentations. D'autres questions? Bonjour, Hicham Bergiwa, Touring Club Suisse. J'avais une question plutôt pour Cloud Transition Manager. Je voulais, en fait, ma question c'est le cloud, c'est plutôt où je délivre et j'opère mes opérations, ou c'est plutôt comment je délivre et comment j'opère mes applications? Je suis pas sûr de l'avoir là. Je suis désolé. Tu peux essayer de rephraser? Je voulais savoir, parce qu'on parle beaucoup de cloud, et souvent, en fait, le cloud, c'est des applications qui tournent sur Internet. Yeah. Et je voulais savoir, est-ce que le cloud, c'est pas plutôt comment tu opères et tu délivres tes applications, donc ensuite, peu importe où elles tournent, ou c'est plutôt focalisé et s'orienter sur où est-ce que je vais délivrer, par exemple chez Amazon ou chez Azure, et ensuite comment je vais opérer par rapport à où j'ai délivré. Je pense que quand Pictet lance des initiatives dans le cloud, je parle de cloud public, hein, pas de privé, l'objectif c'est de servir un besoin business en fait. C'est pas parce que voilà, on veut aller dans telle région ou on veut aller sur Amazon ou sur Azure. C'est véritablement par rapport à un besoin qui est exprimé au sens business. Au même titre, et le besoin business pourrait être de dire, enfin concrètement, un cloud privé pourrait suffire selon la demande business. Donc l'objectif n'est pas de dire, ma bataille aujourd'hui sur le sujet, c'est pas de dire on va mettre tout le SI sur le cloud. De toute façon, c'est une bataille qui est perdue. Mais c'est plutôt de dire, voilà, le cloud est une façon de manager l'infrastructure comme une autre. Si on a un produit qui a besoin de cette infrastructure, welcome. Mais pas commencer à pousser en force en disant on va tout mettre sur Azure, on va tout mettre sur G-Cloud, parce que ça nous fait plaisir. Donc c'est vraiment pour moi le cloud reste un sous-sujet pour moi. C'est un sujet qui est compliqué peut-être, notamment dans une banque, mais je ne veux pas que... c'est pour ça que dans le terme cloud transition architecte, whatever, à la limite on s'en fout. C'est-à-dire qu'on a une forme d'infrastructure qu'est le cloud, qui a des vraies spécificités, dont on peut s'inspirer pour faire du cloud privé, ou même reproduire un ensemble de patterns en interne, mais ce n'est pas une finalité en soi. Je ne sais pas si j'ai adressé ta question. J'ai essayé. Ok, et la dernière question. Bonjour, Nicolas Frankel, Hazelcast. J'ai une question, tu parlais du plafond de verre, et qu'en gros, il faut l'organisation pour passer ce plafond de verre. Je serais juste curieux, et la question ne s'adresse pas à toi, mais à l'ensemble. Qui aujourd'hui, ici, est capable d'agir au niveau de l'organisation? Levez la main. Who today can actually have an impact throughout the organization? That's the question he's asking. Merci beaucoup. Ouais, j'ai pas dit que c'était simple. Hein. Yeah. Thank you very much, Joseph and Mathieu. And we have to thank you. A little present with your names on, Joseph. Oh my God. Thank you. Assis Toblerone. Thank you a lot. I hope it was great. Thank you.